Guerre, retour de l'inflation, pause dans le pivot des banques centrales ou encore instabilité politique, le nombre d'arguments pullule sur les réseaux sociaux pour vous démontrer à quel point 2025 sera l'année de tous les dangers. Pour autant, j'ai la conviction que 2025 pourrait être également le retour du stock picking et de l'investissement actif, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine l'année de tous les dangers. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil car vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre, vous avez tous les différents réseaux sociaux qui sont affichés. Pensez bien sûr à activer la clochette sur YouTube afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Je remercie mes partenaires qui permettent bien sûr la construction de ces contenus gratuitement, que ce soit bien sûr Trade Republic, Urutia, ProWellTime, Ibu ou encore le petit dernier pour les cryptos qui est le leader européen Bitvavo. On attaque avec bien sûr la vidéo du jour, l'année donc de tous les dangers. On parlera bien entendu du CAC et du CAC Small et puis on passera bien sûr aux actions avec Air Liquide, Airbus, Orange, ST Micro, Alten, Maurel & Prom, Engie, Elior, SMCP, Valneva, Viridien qu'on suit depuis un petit moment, Stif également, de CRSI, EuroAPI, Valourec, on parlera de Pulp, on parlera de Nacon, Alphen, Pluxee, Reworld Media, Pernod Ricard, Valbiotis également, Clariane, et on partira aux États-Unis avec Robinhood, MicroStrategy, Palo Alto, Alibaba, Boeing, Nvidia et Novo Nordisk. Ça, c'est pour le suivi qu'on fait de ces deux titres. Je sais que vous les appréciez particulièrement et on terminera comme d'habitude par le titre à suivre. Et comme d'habitude d'ailleurs, je vous remercie chaleureusement pour vos nombreux partages, retweets sur les différents réseaux qui aident la chaîne évidemment à progresser, également pour les nombreux commentaires que vous laissez sous cette vidéo. J'en profite bien entendu et je vais activer ma caméra tout de suite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025, une année qui, je l'espère pour vous, sera une année sous le signe du bonheur déjà, c'est bien le plus important, du bonheur à titre perso, et éventuellement à titre pro également, et éventuellement si on peut eh bien avoir le beurre et l'argent du beurre également, bien sûr, sur vos investissements. Que cette année vous soit, vous apporte, je dirais, en ce qui concerne la bourse, bien sûr, des compétences, parce que souvent, c'est ce que je vous explique, hein, souvent on mesure sa montée en compétences en bourse en fonction de ses résultats, et malheureusement, c'est pour moi une erreur hein, de faire ça. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé notamment après le Covid. Il y a un bon nombre d'investisseurs qui ont investi massivement en 2020 suite à la crise du Covid, qui ont gagné beaucoup d'argent en 2020-2021, avant pour beaucoup d'entre eux de tout reperdre. Parce que eh bien, voilà, ils avaient fait de la performance, mais ils n'étaient pas montés en compétence. L'objectif, si vous voulez, pour moi, pour cette année 2025, et pour vous, je crois aussi, c'est d'essayer de faire en sorte eh bien, que l'on monte tous ensemble encore en compétences pour gérer au mieux encore nos risques et essayer au mieux de s'orienter vers des configurations techniques et des titres de plus en plus qualitatifs. Voilà un petit peu, je n'aime pas trop faire de résolution, mais en tout cas, en termes de résolution sur ce qui concerne la bourse, ce serait plutôt celle-là, essayer d'être encore plus qualitatif que ce que nous avons été, et moi par rapport à vous,
surtout essayer de, bien sûr, être encore plus pédagogique que ce que je l'ai été sur les années précédentes. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très belle et heureuse année 2025, ainsi bien sûr qu'à vos proches. On attaque comme d'habitude, on perd pas bien sûr le sens des vidéos, puisque on commence en première partie par le résumé de la semaine, ou on va dire le résumé des 15 derniers jours, puisque vous le savez, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, il y en avait une la semaine précédente avec un live qu'on a réalisé avec Mika, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, je vous remercie, il y avait plus de 2000 personnes en live, c'était assez incroyable, et donc on renouvellera, bien sûr en fonction de vos volontés, on renouvellera ce type de format au cours de l'année 2025. Donc, résumé de la semaine. D'abord, comment ne pas parler, bien sûr, de cette année 2024, et notamment cette année 2024 sur le S&P 500, qui a été une année, alors je ne vais pas dire extraordinaire, parce que des performances comme l'année dernière, il y en a déjà eu sur le S&P 500, mais en tout cas, une très belle année sur le S&P 500. Si joint donc l'article de Yahoo Finance. Également, j'ai fait un tweet hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur la distribution des performances depuis 1928 sur le S&P 500, et il y a cette infographie qui est super intéressante et que j'essaie de décortiquer. D'abord, voilà, les meilleures années, les pires années. Alors bon, ça c'est du détail, on va dire historique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de noter quand même que les rendements modérés de 10 à 20% sont les plus nombreux sur le S&P 500 depuis 1928, puisque à peu près un tiers représente des rendements de 10 à 20% sur une année boursière. Les extrêmes, donc qui sont inférieurs à moins 40 ou supérieurs à plus 40, sont extrêmement rares. D'ailleurs, on n'en a pas eu l'année dernière, puisqu'on a fait un peu plus de 20%. Donc c'est 2% des cas depuis 1928. Les années positives représentent 69 cas, c'est-à-dire depuis 1928, c'est-à-dire à peu près 72%. Les années négatives, elles, représentent donc 28%. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que lorsque l'on regarde un petit peu finalement ces statistiques-là, ce qu'il apparaît déjà, mais ça je ne vous apprends rien, c'est que les indices boursiers, notamment américains et notamment son leader, pour moi le S&P 500, sont constitués, fabriqués pour monter sur le long terme. Il y a cette espèce d'effet auto-nettoyant. Alors j'aime pas le terme auto-nettoyant, parce que pour le coup, auto-nettoyant, ça voudrait dire quelque part que c'est les entreprises qui ont les meilleurs résultats qui rentrent dans le S&P 500, sauf que c'est pas vrai. En réalité, c'est une question de valorisation. Donc on peut très bien avoir une entreprise très performante et pour autant qu'elle ait une petite valorisation. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, le terme trop utilisé, à mon sens, d'auto-nettoyant n'est pas justifié. Mais on comprend l'esprit, en tout cas, de dire que finalement, dès qu'il y a une capitalisation qui devient importante, et donc qui potentiellement devient importante parce qu'elle est performante, eh bien, elle se retrouve en effet dans les indices majeurs, et notamment dans le S&P 500. C'est aussi vrai, bien sûr, pour les autres indices, comme le CAC et autres. Donc, bon, voilà, ce qui est intéressant également de noter, et bien sûr, c'est ce que la plupart des réactions sont allées dans ce sens suite à ce tweet, c'est que en effet, finalement, les années rouges sont des années d'opportunité. Et en effet, lorsqu'on est investisseur de long terme, finalement, à chaque fois que le S&P 500 est rouge, c'est-à-dire dans 28% des cas, ou 27% des cas, je ne sais plus, en effet, c'est souvent là, quelque part, qu'il faut investir peut-être avec un petit peu plus de conviction. Donc voilà un petit peu sur l'autopsie, ce que j'ai appelé l'autopsie du S&P 500 depuis 1928. Maintenant, ce qu'on va regarder en effet, et pour répondre un petit peu à cette question, entre guillemets, est-ce que 2025 va être l'année de tous les dangers, et on pense forcément aux actions américaines qui sont beaucoup montées, et on va essayer, on va tenter d'apporter, avant de répondre, parce que évidemment la réponse elle est plus complexe qu'un simple oui ou non, mais on va tenter d'apporter, avant de répondre, d'apporter des arguments. Et de regarder un petit peu plus dans les détails, et notamment au niveau des pondérations justement, ce qui est assez intéressant. Et quelque part, c'est une source pour moi d'inquiétude que je vous relève depuis un certain nombre de mois déjà. C'est pas nouveau, alors les graphiques changent, mais la signification finale est à peu près la même.
c'est qu'en effet, sur le S&P 500, nous avons eh bien, 10 actions qui représentent aujourd'hui un peu moins de 38% ou 38%, je ne sais plus, de la pondération globale. Alors, c'est ce qui, en effet, a fait la performance des dernières années. C'est cette surpondération des valeurs type Nvidia, etc., qui a fait la performance du S&P 500, très certainement. Mais on s'aperçoit également que lorsque c'est arrivé depuis 1925, sur des tels niveaux, nous avons eu souvent derrière des corrections majeures de ces indices-là, et notamment de ces valeurs-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'écart de performance que l'on a constaté, je vous avais montré ce graphe avant les vacances de Noël, entre l'Europe et le S&P 500, cet écart de performance-là, il est fort, il est certain, il peut continuer, mais pour moi, il est un petit peu excessif. Donc, toute la question est de savoir, est-ce qu'on va avoir finalement un S&P 500 et des actions américaines qui vont globalement et massivement corriger dans les mois et années à venir, ou est-ce qu'on va avoir plutôt, et donc l'Europe elle aussi va être bien sûr en difficulté, ou est-ce qu'on va avoir plutôt ce qui s'est passé dans les années, j'ai plus tout à fait les années, mais en tout cas, je crois que c'est dans les années 50 ou 60, je sais plus, où on a eu effectivement des indices américains qui ont latéralisé, ce qu'on a appelé les années perdues. Et donc, pendant ce temps-là, on a finalement le reste de l'économie mondiale et du marché boursier mondial qui se relève. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir plutôt ce scénario-là? Moi, je pense que c'est plutôt ce scénario-là. Alors, on peut avoir des grandes figures très larges, notamment sur les indices américains. On le voit, il y a déjà des belles corrections sur les indices américains depuis un mois à peu près au moment où tout le monde a dit qu'il fallait faire all-in sur les US, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. C'est à partir de là où les marchés américains ont décidé de se retourner, de corriger. Donc voilà, ça c'est assez intéressant et je pense que tout l'enjeu de cette année-là, 2025, va être de regarder tout ça. Un petit point toujours important, vous savez que je suis attaché à la saisonnalité, et donc la saisonnalité depuis 1928 sur effectivement le S&P 500, le mois de janvier est plutôt un mois positif, pas parmi les plus positifs, mais en général c'est quand même un très bon mois. Février est en général un petit peu plus en difficulté. Et évidemment, vous le savez, les mois de mai, juin, le fameux Sell in May est en général un mois compliqué. Bien évidemment, la rentrée également, septembre, toujours un mois très compliqué avant d'avoir un marché qui, statistiquement, historiquement, se relève à partir du mois d'octobre. Le second graphe est un graphe également sur la saisonnalité. Mais c'est un graphe sur la saisonnalité dans les années post-électorales. C'est à peu près similaire comment dirais-je, au graphe précédent, c'est-à-dire toute année confondue, à ceci près que malgré effectivement un mois de janvier qui est plutôt favorable sur les indices américains, et là c'est le QQQ, mais peu importe. Par contre, ce qui est à noter, c'est que le pire mois n'est pas le mois de septembre, le pire mois est souvent le mois de février. Donc, peut-être que, en effet, le mois de février sera un mois un petit peu plus compliqué. On le verra tous ensemble et on aura l'occasion d'en parler. Au niveau des publications, et donc ça c'est le nombre de publications européennes, donc je dis européennes, mais en réalité c'est France, Belgique et Pays-Bas. Eh bien, on va être relativement tranquille sur le mois de janvier, notamment la première quinzaine avec 8 publications. Après, ça s'accélère. Et on a surtout un mois de février beaucoup plus chargé, et même, je dirais, le mois de mars est un mois chargé. Donc, on va avoir, en termes de publication, si vous voulez, un premier mois sur le premier trimestre, un premier mois assez calme, et après, je pense qu'on va avoir de la volatilité. Et c'est intéressant parce que, quelque part, ça pourrait être en lien avec ce qu'on disait sur la saisonnalité, en ce sens que les résultats d'entreprises, notamment des entreprises européennes, risquent d'être effectivement en difficulté. Vous savez que... D'ailleurs, il y a marqué 2024, mais c'est 2025, hein, bien sûr, vous l'avez compris sur la slide.
comment dirais-je, le scénario principal qu'on s'était dit, c'était pour moi de la hausse pour le fameux rallye de Noël avant la fin de l'année, etc. Peut-être début janvier, avant effectivement, pour moi, sur les périodes de février, mars, voire même avril, des corrections importantes sur les marchés. Moi, c'est un petit peu mon scénario sur lequel je travaille, qui pourrait être modifié. C'est un scénario. L'objectif, c'est toujours de travailler dans un environnement qu'on peut faire évoluer à condition que les graphiques eh bien, également changent. Mais voilà, je pense que notamment le premier trimestre va nous en dire beaucoup sur les intentions des marchés. Et on verra ensuite si eh bien, ça va créer des opportunités, et ces opportunités-là vont être vues par les investisseurs comme des belles opportunités pour être ensuite rachetées et relancer les marchés sur le deuxième semestre. Bon, là, c'est clairement du scénario de Steven Spielberg, mais en tout cas, voilà en gros le scénario sur lequel, à titre personnel, je travaille. Et j'en viens à la question qui a été posée par Quentin sur Twitter. Donc la question c'était quelles sont tes prédictions, convictions pour cette nouvelle année boursière. Alors c'est toujours un exercice où un bon nombre d'influenceurs sur les réseaux voilà, tente comment dirais-je, tente de s'exprimer là-dessus, hein, sur effectivement ces prédictions et convictions boursières. Prédiction, bon, c'est toujours effectivement compliqué, mais ça va dans le sens pour moi de ce que je vous disais précédemment, c'est que je pense qu'effectivement la diversification qui a été beaucoup critiquée ces dernières années, parce que la diversification engendrait la sous-performance, parce que justement les indices les plus performants étaient peu diversifiés. Hein. Je vous renvoie à ce qu'on disait sur notamment le S&P 500, mais c'est vrai également sur le World, sur l'ETF World, hein, qui regroupe donc les plus grandes capitalisations du monde, qui pour moi pose un petit problème actuellement, puisque lorsque l'on regarde effectivement dans le détail de ce World, qui a également surperformé par rapport à ce qu'il performait en moyenne, on a aujourd'hui 73% du World qui est composé d'actions américaines. Alors vous allez me dire oui, mais c'est normal parce que la majeure partie de la croissance mondiale elle se fait aux États-Unis, donc c'est tout à fait normal qu'effectivement il y ait 73% d'actions américaines. Oui, mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que 25% de la croissance mondiale, 25% seulement, c'est énorme, mais je vais dire seulement en comparaison aux 73%, eh bien seulement 25% de la croissance et de la richesse mondiale est provoqué et donné, est apporté par les États-Unis. Ce qui fait que, si vous voulez, pour moi, il y a un écart là-dessus. Et encore une fois, ce graphique, je vous l'ai déjà montré, mais je l'adore, c'est que ce que vous voyez au travers des réseaux sociaux, et notamment des néo-influenceurs qui vous disent, mais de toute façon, les États-Unis ont toujours, depuis l'histoire de la bourse, toujours surperformé les autres marchés. Encore une fois, c'est faux et archi faux. Là aussi, c'est une cyclicité. Nous sommes effectivement depuis la crise des subprimes, depuis 2008-2009, nous sommes effectivement sur un cycle où les États-Unis surperforment et surperforment de manière très forte, notamment ces dernières années, le reste du monde, mais ça n'a pas toujours été le cas. On a eu des périodes en violet sur ce graphique où il y a eu des sous-performances des actions américaines par rapport aux autres actions. Et d'ailleurs, on a eu dans les années 86 jusqu'à 1989, on a eu une surperformance exceptionnelle des pays hors États-Unis. Donc, pour moi, ma conviction, pour revenir aux prédictions-convictions, ma conviction surtout, c'est que je pense que la surperformance des États-Unis, la grande partie de la surperformance et de ce cycle des États-Unis par rapport au reste du monde, pour moi, elle est derrière nous. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça veut dire que ça peut continuer à monter, qu'on peut avoir encore une fois une surperformance pendant quelques mois, voire même quelques années encore des États-Unis, mais je pense que voilà, la grande partie de cette surperformance, potentiellement, est derrière nous. Pour différentes raisons, les valorisations, mais aussi le fait que si le reste du monde est en difficulté, notamment l'Europe, notamment les pays émergents, notamment la Chine, etc., il va bien falloir, à un moment donné ou à un autre, que les Américains vendent leurs produits à d'autres pays que aux Américains eux-mêmes. Et donc, s'ils n'y arrivent pas, eux aussi, malheureusement, souffriront de ça. Je pense notamment aussi que certains pays émergents vont vraiment arriver en grande
formes. Alors on a eu l'Inde, bien sûr, mais je pense pas plus forcément à l'Inde. J'ai parlé beaucoup de l'Inde, vous le savez, de 2020 à 2023. J'en parle beaucoup, j'en ai parlé beaucoup moins l'année dernière notamment, et j'en parle plus du tout parce que j'estime que la valorisation de l'Inde sur ces niveaux-là est assez élevée. En revanche, je vous parle plutôt aujourd'hui des pays type Amérique du Sud, je pense au Mexique, potentiellement, je pense également au Brésil, pourquoi pas éventuellement à l'Argentine, dans une moindre mesure quand même. Je pense également aux pays type Corée, bien sûr, Corée du Sud. Voilà, je pense que voilà, même la Chine, pour moi, la Chine a un potentiel assez extraordinaire, même si effectivement elle est en difficulté. Bref, ça c'est parmi mes convictions. Ma conviction également, c'est une conviction sur les petites et moyenne capitalisation, puisque je pense que en termes de valorisation sur les big caps, alors évidemment au cas par cas, hein, vous avez bien compris, hein, quand je parle, je fais des généralités, mais je pense que les big caps américaines sont sur des niveaux de valorisation élevés, et il y en a certaines qui continueront bien sûr à progresser. Toutefois, je pense que le potentiel, la majeure partie du potentiel aux États-Unis, mais même en Europe, elle est plutôt sur le segment des mid et des small cap que vous voyez ici, hein, voilà l'écart quelque part des valorisations. Je pense que donc la gestion active va redevenir la clé dans un monde où effectivement les perspectives économiques vont ralentir, certainement ralentir, aux États-Unis très certainement, mais même encore une fois en Inde, je le disais, et peut-être que finalement dans ce contexte-là, eh bien on va avoir une Europe qui, je l'espère, on l'espère toutes et tous, surtout si on est français ou belge, je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui écoutent cette émission, ou allemands, pourquoi pas bien sûr, eh bien voilà, peut-être il y aura une espèce d'effet résilience en te disant que bon, le pire est peut-être passé, on n'aura peut-être pas de la relance hyper forte, quoique en Allemagne il n'est pas tout à fait impossible qu'on ait des plans de relance importants, on le verra, mais en tout cas voilà, peut-être que l'Europe, même si ça commence mal, peut-être que l'Europe arrivera à tirer quelque part un peu mieux son épingle du jeu effectivement qu'en 2024. Pour en savoir plus, je vous invite bien sûr à vous inscrire gratuitement à la newsletter de la table des investisseurs. D'ailleurs, dans quelques jours, va être envoyée la seconde lettre mensuelle aux investisseurs, écrite par des professionnels sur la bourse, sur les crypto-monnaies, sur l'immobilier et également sur la gestion privée. Donc vous pouvez bien sûr vous inscrire à la table des investisseurs pour bénéficier bien sûr d'un certain nombre d'informations dans vos boîtes mail. On passe, si vous le voulez bien, désormais à l'analyse donc des marchés. Et donc, au CAC 40, puisque effectivement... alors, je m'excuse par avance, puisque ce sont les données arrêtées à hier soir, donc à jeudi soir. Pourquoi? Parce que, ProRealTime Saxo, en fait, a bugué visiblement. Alors apparemment, c'est pas que moi, c'est beaucoup de monde. Donc si c'est le cas, vous inquiétez pas. Donc il y a des bougies, en fait, il manque la bougie de mémoire de mardi, je crois, ou de jeudi, je sais plus. Il y en a une des deux qui manque, donc pour moi, c'était pas... Voilà, je préférais du coup reprendre la vue à hier soir. Ça va pas changer grand-chose aux analyses, mais je trouve que c'était plus correct. Donc, on démarre avec le CAC 40. Le CAC 40, il est toujours dans la même situation, une espèce de biseau ascendant. On est toujours sur le bas du biseau. Lorsque je zoome d'un petit peu plus près, on est pour moi dans une figure. Alors là, au moment où on se parle, hein, le CAC est en train de perdre, je crois, 0,75 ou 0,80%. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a une correction. Mais cette correction s'inscrit quelque part, de toute façon, pour moi, dans une figure de construction, de congestion, ce que vous voulez. On est là-dedans, donc on joue à se faire peur, pour moi, effectivement, entre cette oblique baissière ici en rouge et cette oblique support haussière en bleu. Donc on fait du zigzag, et là, cette congestion est en train de s'accentuer. Pour moi, on va avoir une décision très rapide là-dessus, sur le CAC 40. C'est assez simple, il y a deux scénarios possibles, il n'y en a pas 50. C'est soit, effectivement, le CAC arrive à repasser au-dessus des 7004, s'installer au-dessus des 7004. D'ailleurs, hein, le 7004, il doit être
en par là. Voilà, 7004, il est là. Donc 7004, zone, pour moi, effectivement, on va la mettre en noir. Zone extrêmement, voilà, extrêmement positive. Si on arrive à repasser au-dessus, voilà, la mer noire, comme ça sera très bien. A contrario, si on repasse, allez, déjà je dirais même sous les 7150, on va dire. Voilà, ouais, on va dire même 7150, on va dire. Là, par contre, on sera effectivement sur un scénario beaucoup moins bullish. Ah, j'arrive pas à le mettre en noir, c'est pas grave. Voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc voilà, pour moi, on est là-dedans. Soit, effectivement, on arrive à breaker les 7004, on arrive à s'installer au-dessus et on relance une tendance haussière. Soit, en effet, on revient tenter le bas et on casse tout ça. Et effectivement, là, on descendra vraiment vers, bon, déjà les 6008, hein, que tout le monde voit. Et je pense très sincèrement que si on casse tout ça, on ira beaucoup plus bas. Et pour moi, c'est plus le fameux report hein, d'espèce d'épaule, tête et épaule. Et donc, du coup, pour moi, on ira beaucoup plus bas. Voilà. Mais, à ce stade, comme j'aime à le répéter souvent, eh bien, nous sommes plutôt, en effet, sur de la consolidation, sur la congestion, sur quelque chose, je dirais, d'intermédiaire, de plus ou moins neutre. Alors dégradé, puisqu'on est dans une tendance baissière, mais et sous la moyenne mobile à 200 jours, qui d'ailleurs, malheureusement, se retourne. Hein, c'est la première fois, hein, d'ailleurs, qu'elle se retourne depuis depuis novembre 2022, c'est la première fois qu'elle se retourne. Là, elle était plus ou moins plate, et là, on a un vrai retournement. Ok ? Donc voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. Sur le CAC Small. Alors le CAC Small, lui, évidemment, hein, il a eu une année encore plus difficile, hein, suite aux élections, etc. Donc voilà, on en est à peu près là. Donc nous avions effectivement, on est en tendance baissière hein, depuis 2022, malgré les rebonds, etc. Voilà. Et là, nous sommes, donc je zoome un petit peu, nous sommes dans de la construction. Voilà. Tac, donc une tendance baissière, bien sûr, sous des obliques. On a une oblique qui est ici, on en a une autre qui est là. Là, ce qui était plutôt pas mal, c'est qu'effectivement, on a eu cette espèce de tasse avec anse, on a cassé la ligne de coup. On revient pour moi sur un premier niveau d'objectif. Et donc, on a une petite baisse au moment où on se parlait. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, que nous sommes là sur la bougie d'hier soir. Donc, je vous dirai, j'ai les performances, hein, mais bon, à côté... donc au fur et à mesure des actions, je vous dirai la performance au moment où je vous parle. Hein, donc il est 10h40. Hein. Donc voilà pour moi pour le CAC Small. Mais voilà, il y a encore du boulot. Pour moi, c'est du rebond technique. Ce qu'il va falloir désormais faire, c'est voilà, s'il y a une correction, essayer de congestionner, repasser au-dessus et éventuellement le retournement pour moi, il sera uniquement en cas de cassure de cette moyenne mobile à 200 jours et d'une installation au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours. Ok ? Donc voilà un petit peu pour donc les indices. On passe désormais aux actions. Air Liquide, donc Air Liquide, toujours le même avis. J'ai pas changé, ça fait des mois. Je m'étais fait d'ailleurs pas mal engueuler quand je parlais de Air Liquide lorsqu'on était sur les plus hauts. Hein, souvenez-vous, hein, à proximité des 200. Et je vous disais, voilà, c'est pas une zone d'investissement. Et depuis, effectivement, Air Liquide a perdu plus de 20%. Alors, les différentes zones. Vous en avez, alors les zones majeures, elles sont effectivement là, aux alentours des 88, mais avant tout les 110-120, mais il y en a une intermédiaire que je vous propose depuis un petit moment, parce que je sais qu'il y en a qui sont très pressés sur Air Liquide, donc elle est plutôt là, la première zone, 145-150. On le voit, dans le passé, on est sur un graphique... hebdomadaire. Dans le passé, lorsqu'on a fait un point de contact avec la moyenne mobile ici à 200 jours, 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 ça a souvent été effectivement des points intéressants pour les acheteurs. Donc, en résumé, première zone d'investissement, celle que je vous donne depuis un petit moment. Alors, c'est sur les autres graphes, hein, du coup, c'est mon autre pour Time. Celui-là, c'est celui en données journalières. Donc effectivement, la zone des 148-150. Après, la deuxième zone très importante, ce sera là, aux alentours, on verra selon la vitesse à laquelle on descend, si on descend, entre les 120 et les 130. Voilà. Et après, il y en aura une troisième, beaucoup plus basse. Mais bon, nous n'y sommes pas encore, même loin de là. Ok ? Airbus. Alors, c'est mon regret un peu, Airbus, hein, c'est clair, pour l'année 2024. Je vous avais proposé une zone qui n'a jamais été atteinte, pour quelques euros.
puisque la zone qu'on attendait, souvenez-vous, hein, sur Airbus, elle était là, sous les 120, sous les 120, et on a fait plus bas 124. Donc on n'a pas pu toucher Airbus en investissement. Donc il y avait deux zones, celle-ci et celle-là. Donc bon, voilà, pas grand-chose à dire sur Airbus. Pour le moment, c'est solide. Mais voilà, même si c'est solide, le ratio gain-risque, si vous voulez, pour moi, il n'est pas extrêmement fort. Et même en termes de trading, voilà, bon, là, voilà, il y a des petites congestions pour jouer, mais c'est pas fantastique. On fait attention, si on rejoint les tops, à la cassure du top, on peut avoir éventuellement des corrections. Donc là, toujours la même idée, s'il y a une correction sur Airbus, on tentera un achat peut-être un petit peu plus bas sur cette zone-là, voire sur l'oblique pour les plus agressifs, même si l'oblique me plaît un petit peu moins qu'avant. Orange, donc Orange, hein, qui pourrait, dans un marché potentiellement en danger, qui pourrait faire office, pourquoi pas, comment dire, de valeur défensive. Bon, il y a un bon rendement, maintenant Orange, il y a mieux à faire, hein, clairement, sur le marché. Donc je me mets sur des données mensuelles. Sur les données mensuelles, donc c'est une tendance bien évidemment baissière, il suffit de regarder le graphe. Je vous zoome uniquement sur la partie de 2001 à nos jours, sur les 25 dernières années. Donc on a effectivement de la volatilité, c'est graphique dividende non réinvesti, sachant que le dividende est assez important, bien entendu, sur Orange. Donc voilà, on est dans une tendance baissière. Effectivement, il y a un point là qui peut être pas mal si vous êtes agressif, mais voilà, pour moi, ce serait plutôt achat sur repli dans la zone des 7 euros, 7,50 €, quelque chose comme ça. Tout en sachant qu'encore une fois, Orange, pour moi, c'est pas forcément une action hyper intéressante. ST Micro Électronique, elle, on la suit également. Lorsque l'on regarde les données effectivement mensuelles, nous sommes sur un point très important, un support oblique qui est plus ou moins d'ailleurs en train de casser par le bas. Ça, c'est le côté négatif. Ce qui est le côté positif lorsque je zoome en journalier, c'est que on a la construction d'une potentielle, je dis bien potentielle, structure, une fin de structure. Donc, qui dit fin de structure peut dire effectivement structure de retournement. Maintenant, c'est pas fait. Là aussi, comme on le dit depuis un petit moment, c'est pas fait. On a un potentiel biseau descendant qui est en train de se construire. Mais n'oublions pas qu'un biseau descendant peut aussi casser par le bas. Donc tant qu'on n'a pas finalement la validation de la structure avec le break, avec la petite congestion qui va bien et la relance, pour moi c'est anticipé, sauf pour des investisseurs, je parle pour les traders, c'est anticipé pour moi de rentrer sur ST Microélectronique. Donc voilà. Plutôt de l'attente. Là, au moment où on se parle, elle perd 1,26, donc on doit être à peu près par là. Donc, bah, pour moi, on est toujours dans la construction. Grosso modo, depuis 6 mois, on évolue dans de la construction sur ST Microélectronique, qui est une action qui m'intéresse d'ailleurs. Mais il me faut de la validation, il me faut un peu plus de cœur, un peu plus de validation pour pouvoir retourner sur le titre. Alten fait partie également des convictions qui, je trouve, voilà, sont assez intéressantes. On met d'abord le graphe en données mensuelles pour voir un petit peu, parce que pour moi, pour des investisseurs, voilà, on est presque pareil que sur, d'ailleurs, sur ST Micro. On est sur une tendance haussière, bien sûr. Tendance haussière avec un support oblique. Et voilà, on est effectivement sur un premier point intéressant. Deuxième point intéressant, ce sera, bien sûr, les plus bas de 2020, hein, de la crise Covid. Donc voilà, vous avez tout le support aux alentours des 50, 55. Bon, voilà, on n'y est pas encore. Maintenant, en journalier, lorsqu'on regarde également la structure, alors Alten, au moment où je vous parle, elle, je vais vous le dire, elle gagne. Hop, Alten. Voilà, Alten, au moment où je vous parle, bon, elle est flat, elle est à moins 0,19, donc bon, il n'y a pas vraiment de changement sur le graphique. Donc ce qui est par contre assez intéressant, même si c'est pas fait, c'est effectivement la structure, puisqu'on a une structure ici en triple creux, d'accord, on le voit bien ici, vous voyez, point d'appui ici, point d'appui ici, point d'appui ici. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Maintenant, il faut la validation. On a eu d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu, on a eu un potentiel faux breakout. Maintenant, il va falloir que ce soit validé. Alors, le setup du faux breakout, hein, pour ceux qui le connaissent, je rappelle qu'il faut être au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est un faux breakout, on va dire, en version un peu contre-tendance, quoi.
Mais, en tout cas, voilà, je trouve que si on repasse, si on arrive à repasser, en effet, de nouveau au-dessus, donc des 80,40 €, il y aura peut-être quelque chose à tenter pour jouer du rebond dans un premier temps et aller chercher notamment cette zone de gap qui est là. Voilà. Et après, peut-être plus si affinité. Le stop d'invalidation, vous le mettrez sur le dernier creux, donc aux alentours des 75, pour aller chercher le complément du gap aux alentours des 88. Donc, c'est plutôt pas mal, trader comme investisseur. Morel, donc là, je ne vais pas bouder mon plaisir, hein. C'était une de nos grosses convictions pour la fin de l'année 2024 et on a eu tout ce qu'on voulait. Donc nous étions, effectivement, là je suis sur un graphique mensuel, nous étions dans effectivement une tendance, dans un canal haussier. Premier objectif, c'est de retrouver ici pour moi la moyenne mobile à 200 mois. D'accord. Et on le voit eh bien, en journalier, ce qui était hyper intéressant. Et ça, vraiment, encore une fois, on parlait de structure qualitative. Je suis convaincu qu'il faut s'orienter quasiment exclusivement dans ce type de configuration-là, c'est-à-dire des tendances haussières, bien sûr, comme le veut et comme le montre avec le price action le graphique ici. Canal haussier, tendance haussière, support oblique haussier, pas de problème. Et derrière, à chaque fois qu'on s'y approche, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des conjections qui nous permettent d'obtenir des points d'entrée fabuleux. Et là, c'est ce qu'on avait eu. Donc, on revient à proximité. Nous avons, alors, je ne voulais pas tracer le bas, mais vous avez bien compris, nous avons effectivement la structure en biseau descendant. On a la cassure, on a le point d'entrée pour moi. Alors, je ne l'ai pas pris. Donc, il n'y a pas de sujet. Je ne vais pas faire le malin parce que je ne l'ai pas pris. Mais voilà, il y avait, donc là, pour le coup, je fais la météo de la veille sur ce point-là, pas sur le reste, parce que le reste, vous le savez, on l'avait beaucoup abordé. Mais effectivement, regardez, on avait vraiment une belle réduction de la volatilité, ce qui vous permettait d'entrer, allez, avec un achat au-dessus des 5,22 €. Le stop d'invalidation, on pouvait prendre, allez, le milieu de cette grande bougie-là. Hein, voilà, pour vous faire le plan de trading que vous pourrez réutiliser dans tout un tas de configurations. Donc ça faisait un stop à 3,36, vous voyez, c'était pas non plus dingue. Et nous sommes déjà à effectivement un gain aujourd'hui de 13%. Ça veut dire du 1 pour 4. Donc voilà, le type de configuration qu'on doit répéter un maximum. Et après, ben voilà, vous visez par exemple un TP de 1 pour 2, donc par exemple avec un stop ou 1 pour 2,5, hein, donc avec un stop à 3,36, ça vous faisait grosso modo un premier objectif à, on va dire, je sais pas moi, 8%, on va dire. Donc premier objectif, allez, on pouvait viser, on pouvait viser par exemple la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, on pouvait se dire, premier objectif, c'est le toucher, la moyenne mobile à 200 jours. Une fois qu'elle est touchée, qu'est-ce que vous faites? Une fois qu'elle est touchée, vous prenez une partie de vos bénéfices et le stop, vous mettez un stop suiveur pour le reste de votre position. Et vous accompagnez à hauteur de la moyenne mobile à 10 jours, pam, vous accompagnez. Et puis, lorsque la moyenne mobile à 10 jours est touchée, vous pouvez revendre également, par exemple, une autre partie de la position et garder le reste au prix d'achat sur un portefeuille long terme, en fond de portefeuille, en vous disant, je garde 10-15% de ma position pour jouer le long terme, quoi. Voilà, pour moi, voilà, c'est clairement ce genre de stratégie qu'il faut répéter, avec un bon money management, etc. Voilà, et si vous appliquez ça, je veux dire, on bénéficie aujourd'hui grâce à ProRealTime. Vous savez que je suis fan de ProRealTime. Je vous ai fait des tutos d'ailleurs pour la construction de screeners, il y en aura d'autres, la construction de screeners, etc. En 2025, notamment je vous ai proposé également un screener, vous verrez, je vais construire aussi, ça fait partie des nouveautés, je vais construire en 2025 une bibliothèque qui vous permettra de retrouver des screeners, des vidéos, etc. Je vous en redirai plus une fois que ce sera au point, mais ça fait partie des grands projets sur lesquels je travaille depuis 5-6 mois, depuis la fin de l'année 2024, donc vous pouvez retrouver des screeners, des indicateurs, etc. Et vous pourrez donc, c'est tout l'intérêt des screeners, vous orienter sur des configurations type comme celle-ci. C'est ça qui est intéressant, et donc sur tout un tas de valeurs. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est pas faire all-in sur une configuration, mais démultiplier le nombre de configurations équivalentes sur un nombre de titres important. Ça permet de gérer son risque de manière efficace. Ok, j'avance un petit peu parce que c'est pas en 2025 que je vais aller plus vite. Sinon, NJ donc fait partie des configurations que j'aime beaucoup, que je vais suivre de très près, effectivement, en 2025. J'allais dire 2024, mais en 2025.
puisque ça fait partie des configurations, on le voit, avec effectivement une tendance baissière, 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 qui est en train de se retourner. On le voit encore mieux en hebdomadaire. Voilà. Baissière, 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 regardez la moyenne mobile. Moyenne mobile à 200 jours, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse, et là, elle est plate, elle est légèrement en train de se redresser. Donc, c'est clairement le genre de configuration qui m'intéresse. Maintenant, je veux le setup, je veux la cassure par le haut, je veux la congestion là-haut, et là-dessus, on tentera un break. Donc, pour le moment, je vois rien voilà, d'intéressant hein, pour rentrer. Voilà, on le voit, il y a pas de, il y a une construction plus importante, donc pas de construction avec une baisse de volatilité encore. On a du zigzag, donc ça peut durer. Nous, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce qu'on attend, c'est le pêche, la construction, la congestion. Et là, effectivement, dès qu'on aura la cassure, on jouera la cassure avec un stop sous le pattern. D'accord? Bon, je vous l'ai mis là, mais c'est le même. C'est exactement le même délire. Ok, pour le moment, c'est du zigzag, c'est la construction. Il faut laisser les investisseurs effectivement trouver leur équilibre au maximum. Donc Engie, hein, effectivement, titre à suivre. Elior, action qui a beaucoup baissé, mais la construction est intéressante. Donc Engie, au moment où on se parle, elle est flat, aussi 0,13. Elior, par contre, au moment où on se parle, attention, elle perd 0, non, elle perd 2,91%. Donc attention, puisque la bougie, ça c'est la bougie d'hier, donc certainement qu'on est plutôt aux alentours ici des 2,66. Voilà, là, on est là aussi sur de la construction. Donc, on verra si on a le setup du FOFO Breakout qui se met en place. Donc, potentiellement, à suivre si on a là aussi une congestion pour vouer la relance. Pour moi, Elior, attention, si on pète les 2,56 €, pour moi, là, on aura certainement une relance de la baisse. Donc, il faudra faire extrêmement attention. Pour autant, la congestion, elle est toujours là, même avec la perte des 3% où on se parle. Pour le moment, la congestion, elle est encore là hein, sur Elior. On fait le suivi de SMCP. Bon, SMCP, il n'y a pas de changement, hein, il continue. C'est aussi une des valeurs qu'on a énormément suivies à la fin de l'année 2004. Pourquoi? Vous le savez, parce que grosse chute, stabilisation, biseau descendant, et puis derrière, on a une figure de retournement. La moyenne mobile, je ne vous le refais pas, baissière, 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 baissière. Elle se retourne au moment où effectivement nous avions, alors on avait parlé de cette entrée ici, on avait parlé également de ce pullback là, donc voilà, à chaque fois c'est vraiment très propre. Voilà, pour le moment, moi là je pense que effectivement on est sur, on n'est pas sur quelque chose, comment dirais-je, d'assez construit pour tenter l'achat. Donc voilà, il y a une carotte, hein, effectivement, avec possibilité d'OPA, etc. Mais je pense qu'il faut plutôt attendre désormais et espérer désormais une construction de figure. Voilà, une construction de figure qui pourrait nous permettre de retenter un achat si on a une congestion par là et une cassure. Voilà, scénario idéal, mais pas sûr qu'il arrive. Valneva, c'est une tendance baissière qui a rebondi. Au moment où on se parle, elle perd 2,51, mais elle a beaucoup progressé ces derniers jours, puisque elle a rebondi, on le voit ici, de 30%. Ce qui est énorme. Pourquoi elle a rebondi? Parce qu'on était sur un niveau technique hyper important. Je me mets en graphique mensuel. Vous le voyez, point d'appui ici, 2008, 2007, 2008, 2016, 2017, 2020, et on revient dessus. Donc à partir de là, lorsque vous touchez un support majeur, vous avez souvent des figures de retournement qui arrivent. Vous avez ici, hop, le double appui, parfait. Et derrière, on a effectivement la validation de la ligne de coût. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de coût là, au-dessus des 2 €, grosso modo, on est plutôt acheteur. Maintenant, Valneva, bon, voilà, je ne suis pas forcément hyper favorable fondamentalement. Mais bon, pourquoi pas, après tout, ceux qui veulent le jouer, il n'y a pas de problème. Tant qu'on tient aussi la moyenne mobile à 10 jours, à court terme, ça peut encore tenir un petit peu. Viridien, pareil, un des titres qu'on a beaucoup suivi sur la fin de l'année, qui nous a rempli de bonheur, puisque là aussi, hein, on était sur une figure de retournement, avec, souvenez-vous, le biseau descendant, la congestion, derrière le pullback, il y avait tout, et derrière, regardez un petit peu, hein, ça a pulsé. Donc j'avais un premier objectif aux alentours des 52, et un deuxième aux alentours de 64. Donc au moment où on se parle, Viridien gagne encore 0,25%. Donc c'est très positif, tant que vous tenez grosso modo cette oblique là, c'est plutôt positif, même si voilà, je trouve que on va un peu vite, donc à voir, mais plutôt achat sur repli maintenant pour continuer éventuellement d'aller chercher.
Là, il y a trop de volatilité, si vous voulez, il y a trop de volatilité, des pics de volume, etc. Donc là, je suis plutôt sur la défensive. Autant, vous le savez, dans les congestions, comme ici, regardez, ça c'est magnifique. Ça, c'est le genre, voilà, ça c'est le genre de setup que vous devez absolument chercher. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est magnifique. Ça aussi, d'ailleurs, c'était magnifique. Même avec du retard, c'est le genre de setup que vous devez chercher. Celui-là, il était beau, mais il était très anticipé. Ceux-là, par contre, ils sont dans le momentum. Ceux-là, ils sont vraiment dans le momentum. On est au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. On a de la congestion. On a un double inside D. Donc, on a cette bougie-là qui est à l'intérieur de celle-là, qui est à l'intérieur de celle-là. Donc là, vraiment, on a un setup qui est parfait, où vous pouvez acheter au-dessus de la bougie. Vous pouvez mettre le stop sous la bougie ici. Je prends un peu de marge. Et vous allez chercher derrière des ratios gain-risque intéressants de 1, 2, 3. Voilà, là par exemple, ça vous faisait un stop. Alors, c'est un peu plus important parce que Viridien elle est volatile, mais ça faisait un stop à 6%. Et derrière, nous sommes déjà à 25% de gain. Vous imaginez ce genre de configuration? Voilà, ça ressemble à la configuration qu'on disait sur, je sais plus, sur SMCP, je crois. Donc voilà, typiquement ce qu'on recherche. Steve. Très belle tendance haussière. Steve, au moment où on se parle, elle est, on va dire, flat, moins 0,72. Donc, très intéressant également, Steve. On en parlait beaucoup, souvenez-vous, dans la congestion par là. Triangle ascendant. Donc, a priori, de continuation. Donc là, on a pété enfin l'oblique. Ce qui va être intéressant, c'est là la mise en place de congestion. Si vous avez mis en place de congestion, achat. Et on tente la continuation de la tendance. OK? Continuation de la tendance, comme on avait eu ici, précédemment, c'est la même structure. Et là, tout ça, c'est les mêmes. Regardez, il y a eu trois figures de. C'est les mêmes figures. Les mêmes figures. Il y en a même 4, regardez, j'avais même pas vu. Regardez. Tout ça, c'est des figures de continuation. Elles sont juste plus grosses les unes derrière les autres parce que, bien évidemment, le cours progresse. Donc, on a des structures de plus en plus grandes. Et à chaque fois qu'on a eu cette figure 1, pété par le haut, on arrive à la figure 2, pété par le haut, figure 3, pété par le haut, figure 4, pété par le haut, figure 5, voilà, on verra bien. Et à chaque fois, vous reportez ici la tendance précédente, voilà, et derrière, hop, dupliqué, on a eu, comme dans les livres, voilà, comme dans les livres, on a eu, voilà, je duplique, minimum, voilà, on a eu la hausse précédente. Donc là, l'objectif pour moi, chartiste, quelque part, si on pète par le haut, c'est de, oh, pardonnez-moi, l'objectif pour moi, chartiste, il est dupliqué, voilà, il est de revenir aux alentours, au-dessus des 35. Voilà, au-dessus des 35, pour moi, ça me semble. Donc, premier objectif, revenir aux alentours des 30. Deuxième objectif, venir aux alentours des 35, voire même plus, si affinité. Donc voilà, maintenant, ça peut aussi se retourner, et c'est pour ça que, si vous avez la congestion, que vous tradez la cassure de la congestion, pensez bien à mettre une invalidation sous la congestion. D'accord? Comme on aurait pu la mettre ici, voilà, vous mettez une invalidation sous la congestion à partir du moment où ça casse. Là, à partir du moment où ça casse sous la congestion. Là, ça casse ici, vous prenez position là, sous la congestion. Là, ça casse ici, vous prenez position là, sous la congestion. Le stop. Et là, la même chose. Voilà. OK? Je veux dire, là, pour le coup, ça, c'est... On me demande souvent, ça c'est une question qui revient tout le temps en message privé, mais pas que, c'est quels sont les livres que je recommande. Notamment, moi, je ne recommande aucun livre. Par contre, je vous recommande juste de regarder ce genre de graphique-là. Parce que ce genre de graphique-là, c'est 90% du trading. Il y a tout, en fait. Il y a le chartisme, il y a le price action, il y a la tendance, il y a la gestion du risque, il y a le report des amplitudes pour les objectifs. Enfin, voilà, vous avez tout. Voilà. Sur un seul graphique, comme Steve, vous avez absolument tout. Alors bon, là, il est particulièrement propre. Hein. Là, c'est vraiment un graphique. C'est rare d'avoir un graphique aussi propre, d'ailleurs, depuis l'introduction. Mais ça arrive, et ce sont des patterns qu'on peut chercher et retrouver régulièrement. De CRSI, j'en ai beaucoup parlé de CRSI également. Le pattern fait partie également des patterns que je surveille de très très près, car vous le voyez ici, voilà, on a une belle structure de congestion depuis des mois et des mois. Toute l'année, finalement, en 2024, on a eu une structure de congestion. Désormais, il va falloir valider par une cassure. Et les objectifs, vous le voyez quand on met de CRSI en mensuel, ils sont assez intéressants, puisque vous avez un objectif ici aux alentours des 6,80 €, et pourquoi pas un objectif ici aux alentours des 8,80 €, et pourquoi pas un objectif ici aux alentours des, je sais pas moi, des 10 €. Donc là, on le voit, regardez en mensuel, n'hésitez pas
Pardonnez-moi, je repère ma voix, ça y est, ça recommence. N'hésitez pas à dézoomer, à mettre vos graphiques en mensuel pour observer sur les grandes unités de temps les congestions. C'est d'autant plus visible pour un œil assez aguerri de voir les congestions en mensuel qu'en journalier. On voit bien que là, depuis 3, 4, 5 mois, on a des bougies de plus en plus petites par rapport à ce que c'était, par exemple, ici ou par exemple là. D'accord? On le voit très très bien ici. Donc ça doit clairement attirer votre œil. Bon, un plan de trading. Bon, c'est assez simple, hein. Alors, je vous en avais donné un sur les vidéos précédentes, mais comme c'est pas les mêmes graphiques, je sais plus. Mais grosso modo, aux alentours au-dessus des 4,20 €, ça peut être pas mal. Une invalidation sous les 3,77 €. Par contre, pensez à mettre des stops en clôture journalière, car là, vous pouvez effectivement avoir une mèche qui vous sort, donc, ou alors sous les 3,56 € si vous êtes un peu plus long terme. Objectif, revenir déjà sur les 5 € et les objectifs que je vous ai donnés ensuite en mensuel. EuroAPI, une tendance très baissière, mais qui, voilà, a tenté ces derniers jours un rebond. Vous en avez parlé sur les réseaux. Donc là, c'est pour vous du rebond technique, hein. On avait effectivement le support. Je vous avais dit, voilà, un achat potentiel au-dessus de la congestion. Là, c'est la contre-tendance, c'est plus difficile. Donc là, c'est pour moi, c'est pas à mettre clairement dans le fameux livre que vous disiez. Mais voilà, ça, c'est pour les investisseurs les plus aguerris. Belle congestion, on prend la cassure. Et voilà, il y avait pourquoi pas des choses à faire. Il y avait 5% à prendre EuroAPI au moment où on se parle, est toujours verte. Donc elle doit être à peu près ici, plus 0,67. Donc voilà, il y avait des choses à faire. Toujours pareil, dans la même stratégie, un stop d'invalidation. Vous prenez la cassure ici des, je sais pas moi, des 2,83 €. Vous avez quoi? Vous avez le phénomène. Alors là, vous avez un truc qui est assez rare, même très très rare. Figure que j'adore. Là, vous avez un quasi quadruple inside bar, puisqu'on a quasiment, alors légèrement, elle dépasse légèrement, mais vous avez vraiment 4 bougies qui sont à l'intérieur de ce que j'appelle une bougie de contrôle. C'est-à-dire que vous avez une première bougie avec des hauts et des bas, et vous avez 3 bougies suivantes qui sont à l'intérieur de cette bougie et qui dénotent une congestion. Et en plus, quand vous avez les plus bas de ces 3 bougies-là qui sont plus hauts à chaque fois, ça accentue le phénomène de congestion. Et ça donne des probabilités, lorsque ça casse par le haut, ça donne des probabilités assez intéressantes dans le mouvement qui va suivre, les probabilités d'aller assez vite. Donc vous voyez, en 2 jours, voilà, en 2 jours, vous arrivez à vous procurer plus de 5% de bénéfices. 5% en 2 jours. Pour rappel, le livret A, c'est 3%, et ça va baisser, par an. D'accord? C'est là où on voit aussi que ça paraît pas beaucoup, 5%, mais 5% c'est énorme en 48 heures, avec si peu de risques. Ok? Donc voilà un petit peu le plan, mais attention, EuroAPI, ça reste. Alors même si je pense que le rebond peut continuer, pourquoi pas même, vous avez un objectif, voilà, revenir dans la zone là, mais ça reste un titre quand même largement dégradé sur le plan fondamental. VK qui a fait également des choses intéressantes, hein, sur la fin de l'année 2024, puisqu'on le voit, le dernier semestre a été très bon. Donc pour moi, à ce stade, c'est positif, ça construit. On est toujours dans de la construction, alors peu importe comment on construit le support, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on est après le push. Vous voyez, on a le push, et là, on a pour moi un phénomène de congestion. Donc il va falloir voir si le titre a la capacité, là aussi, de construire. Et là, pour moi, nous sommes aux prémices d'une construction. Voilà, alors on peut le tracer comme ça, voilà. Donc il va falloir suivre cette structure, mais encore une fois, il ne faut pas l'anticiper. Il faut attendre la cassure, la toute petite congestion, le double appui, double top, ce que vous voulez, et ensuite la validation par le haut. Comme Steve précédemment, on invalide sous la figure, et on va chercher, du coup, en premier objectif, d'abord les 18,13 €, et ensuite on verra. J'aime bien Vallourec, là aussi, comme SMCP notamment, car il y a une carotte aussi, notamment la carotte, vous le savez, d'une potentielle OPA de ArcelorMittal sur Vallourec. Donc, moi, je pense qu'on y arrivera sur cette OPA. Je pense que ça ne durera pas des dizaines d'années. Donc, voilà. Si en plus, on peut avoir quelque part, rentrer sur un trade gagnant, avoir un peu d'avance pour garder une ligne et jouer l'OPA à long terme, bah, c'est super. Oula, je suis très largement en retard. Pull-up. Je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, en même temps, c'est normal. Pull-up. Donc voilà, très bien. On continue. Pull-up, elle est verte au moment où on se parle. Pour moi, voilà, c'est la même chose. On en a beaucoup parlé à la fin de l'année dernière. Donc on continue à faire le suivi. On a une moyenne mobile qui baisse depuis quasiment 2 ans. Et puis
elle se redresse, et puis on a la construction au-dessus, et puis la construction finit par lâcher comme hier, et donc ce qu'on va maintenant s'intéresser, c'est voir si elle peut construire. Si on a ça, on achète, et on continue de payer pull-up, d'accord? Alors attention à la liquidité, là hier c'était 45 000 euros, hein, donc attention, vérifiez toujours le capital échangé, et on est invalide sous la figure, ou voilà, si vous êtes plus long terme, à vous de voir après l'invalidation. Ok? Nikon, pareil, un beau sursaut de Nikon. Nikon, bon, aujourd'hui, rebaisse un petit peu. Voilà, sursaut, on est sur une fin potentielle de structure sur Nikon avec ce biseau descendant, mais tout est loin d'être fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous avions une tentative de retournement avec effectivement la cassure tasse avec anse, la structure. Donc ce qu'on va regarder maintenant, c'est la capacité de Nikon à venir nous faire une construction par là. Et si on arrive à corriger, on va venir chercher, je l'espère, la moyenne mobile à 200 jours, et on verra si on a la force de revenir, notamment dans cette zone-là. Donc c'est pas mal à suivre de près pour tout le mois de janvier 2025. Alphen, alors je suis très content sur Alphen, d'ailleurs elle gagne encore 6%. Donc c'était une forte conviction. Donc pareil, toujours le même, les plus bas historiques, fin de structure, biseau descendant, toujours, c'est toujours la même chose. Bon là c'était un petit peu plus anticipé parce que, vous voyez, la moyenne mobile à 200 jours, elle est très baissière. Et donc on avait donc la grande figure, tac, la grande figure, je vous le montre régulièrement, la cassure, la petite figure. Et là, on a eu un phénomène magnifique, là aussi, comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Vous le voyez. Allez, je vous le montre. Je vous entends le dire. Inside A. Inside bar, inside A. Là, c'est un journalier, donc inside A. Donc, une bougie à l'intérieur de l'autre. Là, le setup, il est simple. Achat au-dessus. Stop sous la bougie. Clac. Et donc là, on est à plus 6. Hein, donc, plus 6 par rapport à hier. On doit être à peu près par là. D'accord? Donc, vous voyez, en termes de gain, ben, voilà, vous avez pratiquement moins 6 le stop, et là, plus 9. Donc, vous êtes déjà à un ratio de 1 pour 1,5. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, vous pouvez éventuellement, même ceux qui sont pressés, remonter un petit peu le stop au prix d'achat et espérer éventuellement que Alphen continue. Donc, très positif. Il y en a certains qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai loupé l'entrée. En plus, tu l'avais donné, tu t'avais proposé, tu en as parlé, mais j'ai loupé l'entrée, je suis nul, etc. » Et il y a le temps hein, sur Alphen. Regardez un peu regardez le graphe. D'accord? Regardez le graphe. Alphen, c'est des plus hauts historiques atteints il y a 2 ans à 120. Aujourd'hui, elle est à 12. Donc, si vous pensez que Alphen va retrouver les plus hauts historiques, je pense que c'est pas pour demain, honnêtement. Mais tout ça pour dire que le potentiel, il est devant. D'accord? Si Alphen veut continuer à retourner sa tendance, vous n'êtes même pas au début de quelque chose. D'accord? Donc, après, il y aura des patterns de continuation. Si elle continue, si c'est vraiment une tendance haussière, il y aura des patterns de continuation. Et c'est cela qu'il vous faudra tenter de prendre avec un bon money management. Et même si vous tentez le premier, que quelque part vous vous faites stopper et que derrière vous avez le second qui apparaît, c'est pas grave, vous retentez ensuite au second. Faut pas, pensez toujours, c'est pour ça que le money management est important, pensez toujours à répéter les mêmes actions. Plexi, alors voilà, ça fait partie des déceptions un petit peu. C'était une action que je vous avais proposé de suivre également, puisque là aussi, le biseau descendant, etc. Donc biseau descendant, même ça marche pas toujours. C'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ça marche pas toujours. Le biseau descendant, la cassure, donc la grande figure, la petite figure, et la petite figure, elle n'a jamais cassé par le haut. Au contraire, elle a cassé par le bas. Et là, voilà, on a des tentatives de construction. Alors, c'est pas mort du tout même, je dirais, puisque là aussi, on est en train de tracer un petit support. Mais voilà, peut-être que la structure va changer, que la structure va être un petit peu plus longue quelque part que prévu. Et finalement, ça va pas être un triangle ascendant comme je l'espérais, avec une structure comme ça et une cassure. Finalement, ça va être plutôt une espèce de range avant, je l'espère, la cassure et le break. De toute façon, dans les deux cas, ce qu'on attend, nous, c'est ça. Voilà. Alors après, les plus agressifs, hein, bien sûr, d'entre vous, ils peuvent aussi tenter des achats sur les supports, hein, avec des congestions, etc. Mais voilà, pour moi,
ce qui permet de bénéficier d'un maximum de probabilité tout en ayant un ratio gain-risque intéressant, reste les patterns numéro 1. Reworld, une action que j'aime beaucoup, mais qui a traversé de grandes difficultés. On est revenu sur un support important, puisque c'était le support de mars 2020. Et là aussi, ma foi, une structure de retournement, ta séance, hein, il y a beaucoup de structures comme ça. Mon Reworld, au moment où on se parle, perd 0,75, donc on doit être ici. Donc à suivre de près. Voilà, tant qu'on tient cette zone-là, s'il y a une petite congestion, on peut tenter la reprise pour aller chercher pour moi un premier objectif donc aux alentours hein, de cette zone-là. Et après, on verra pour aller chercher éventuellement un peu au-dessus. Vous avez également la zone ici des 2,35 €, la zone ici des 3,15 €, etc., etc., etc. Pernod Ricard, donc là, plutôt côté investissement, on est dans la zone. Pour moi, bon, ça je vous l'avais dit depuis un petit moment, hein. Pour moi, on est dans la zone investisseur. Voilà, il y avait deux zones, zone 105, 115. Grosso modo, elle est là. Hein, c'est les plus hauts de 2015, etc. On peut l'élargir. Alors, certains voient une zone plus large. Pourquoi pas? On s'en fout. C'est pas très grave, ça. Grosso modo, elle est là, la zone. Et il y a une deuxième zone qui est plutôt par là, pour moi, pour un renfort. Voilà. Donc plutôt pas mal, je pense. Si vous achetez un petit peu maintenant à 108 et un petit peu aux alentours des 60, ça vous fait quoi? Un prix aux alentours des 80, 82, le plus haut historique est à 218, c'est pas mal, d'accord? Donc si vous pensez que Pernod Ricard est une tendance haussière de long terme et qu'elle finira, malgré les fluctuations, elle finira par repartir à la hausse, eh bien, ma foi, si vous avez un prix aux alentours des 80 ou 85, c'est pas si mal que ça. Maintenant, il faut que vous ayez la conviction que ce soit le cas. Si vous pensez que Pernod Ricard, c'est fini et que plus personne ne boira d'alcool, etc., bon, ben, vous laissez tomber Pernod Ricard et vous achetez du Alphen ou ce que vous voulez. Ok? Mais moi, je pense en l'occurrence que Pernod Ricard repartira là. Je ne suis pas investi, hein, donc voilà, mais je pense que sur du long terme, ça reste une valeur quand même assez solide. Pour du court terme, bon, là aussi, on peut imaginer une structure de retournement hein, avec une tasse avec 1, donc c'est un peu anticipé. Au moment où on se parle, Pernod Ricard perd 0,60%, donc on est toujours dans la congestion. Donc pourquoi pas, un petit achat agressif pour les très agressifs au-dessus des 109, stop d'invalidation sous les 103,5. On visera en anticipant ici les 115. Ou alors carrément un achat au-dessus des 115. Au-dessus des 115 avec pour objectif, voilà, bon, vous avez un gap, vous avez un autre gap ici, et vous avez des plus hauts ici aux alentours des 140, ça peut être pas mal. Valbiotis, donc là c'est beaucoup plus volatile et beaucoup plus spéculatif, bien entendu. Donc c'est une action qui a beaucoup baissé, hein, donc on est sur les plus bas historiques. Alors, historique, peut-être pas d'ailleurs. Je me suis mis en... Oui, ici, on est sur le plus bas historique. Donc oui, pattern intéressant, belle réduction de volatilité, spéculatif, encore une fois, je le répète. Donc, money management défensif, je vous prie. Moi, comme d'habitude, je vous parle des actions spéculatives, des actions moins liquides, etc. Il n'y a pas de problème, à condition que vous soyez intelligent en ne faisant pas n'importe quoi. Voilà. Si je vois sur les réseaux sociaux que quelqu'un me dit qu'il a fait all-in sur Valbiotis et qu'il a cramé son portefeuille parce qu'il y a une sale news, je ne parlerai plus de ces actions-là. Donc soyons intelligents, soyons adultes et voilà, pour celles et ceux qui veulent tenter du Valbiotis à un moment donné, vous mettez une toute petite partie de votre portefeuille. De toute façon, ça va vite, hein, Valbiotis. Il n'y a pas besoin de faire all-in. Si le trend part, elle peut prendre très facilement Valbiotis. Ben, on le voit, hein, rien que le rebond récent, entre les plus bas ici de novembre et maintenant, vous avez déjà 40%. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de faire all-in. D'accord? Une petite partie, 1-2% de votre portefeuille, c'est largement suffisant. Donc là, on a la tentative effectivement de cassure qui est ici. D'accord? Donc Valbiotis, au moment où je parle, repère 4%. Voilà, comme je vous dis, c'est volatile. Hein. Mais bon, vous allez me dire 4%, c'est pas grand-chose. 4%, ben, ça veut dire qu'elle est là. Donc c'est que dalle. Donc voilà, on va l'observer pour voir si là aussi, elle a la capacité de congestionner. Si on a une belle congestion, on joue la cassure, le stop d'invalidation par là, et on joue derrière le ralliement, notamment de cet objectif-là. Déjà 1,78 €, ça pourrait être pas mal, ça vous ferait une paire de 10-15%, et après, on jouera donc là aussi le ralliement de la moyenne mobile à 200 jours, etc., etc., etc. Clariane fait partie des convictions également, des valeurs, en tout cas je suis de très près, qu'on suit ensemble depuis un petit moment. Là aussi, souvenez-vous, on avait ce pattern-là, avec le push, la grosse congestion, la grande figure, la cassure, la petite figure, la cassure, la petite figure, et le break.
Donc là aussi, on avait un super point d'entrée qui était ici. On avait d'ailleurs, vous le voyez deux fois même peut-être. Ici, on avait un inside bar et on en avait même un second qui était là. Donc clairement, il y avait un achat possible au-dessus et même on avait un double top. Donc là, c'était vraiment presque double top. Donc là, c'était un achat au-dessus des 1,92 ou alors, voilà, ceux qui sont vraiment agressifs, un achat au-dessus des 1,89€. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Avec le stop d'invalidation, il était assez clair sous le dernier creux ici. Donc c'est pas mal, moi je la suis de très près. Là aussi, à partir de maintenant, tous les patterns avec des réductions de volatilité, on peut tenter des achats pour de la continuation. Ok. Là aussi, les fondamentaux sont dégradés sur cette valeur-là. Faites pas les cons, soyez raisonnables dans votre money management. On part aux States avec bien entendu Robinhood. Robinhood, on l'a suivi beaucoup en 2022, 2023. Parce que là aussi, on avait le setup, vous voyez, de moyenne mobile baissière, aplatie et qui se relève. Donc voilà, maintenant, pour moi, c'est plus le moment, en tout cas pour de l'investissement, de rentrer sur Robinhood. Donc, pour les traders agressifs, achats éventuellement pour jouer le running, pour ceux qui connaissent les figures de quantisation, pour jouer le running flat, donc d'accord, pour jouer le running ici et la continuation. Donc pourquoi pas. Si on a bien sûr un pattern avec une réduction de la volatilité, etc. Donc cassure du plus bas ici, on joue le retournement. Voilà. Mais on pense à invalider parce que cette structure, bien sûr, peut être invalidée. Mais sinon, pour de l'investissement, moyen. Et encore moins acheter là. Voilà. Pour moi, on n'est pas véritablement sur une opportunité forte. MicroStratégie, là aussi, il y a quelques semaines, là où tous les néo-influenceurs vous disaient oui, ils ont acheté du Bitcoin à fond, il faut acheter MicroStratégie, etc. Souvenez-vous, on était aux alentours des 500 et quelques. Vous disiez attention, quand on voit ce genre d'exponentiel, c'est pas bon. Regardez ce que je vous explique tout le temps. Ça, c'est le b.a.-ba de l'investissement en bourse et du trading. On vous dit tout le temps, vous parlez des livres. On parlait des livres tout à l'heure. Dans les livres de trading, vous allez voir que tout le monde vous dit, quand il y a des volumes très élevés, c'est là qu'il faut y aller. Parce que c'est là où il y a beaucoup d'acheteurs. Les volumes, c'est un échange. C'est un mec qui vend un titre contre un mec qui achète un titre. C'est ça le volume. Quand il y a du volume, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs. C'est vrai. Et ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs. D'accord ? Et si vous êtes un fonds et que vous cherchez à vendre, qu'est-ce que vous attendez ? C'est qu'il y ait beaucoup d'acheteurs en face parce que potentiellement, vous avez des grosses positions. Et souvent, les zones où il y a beaucoup de volume, ce sont des points hauts. Contrairement à ce que vous lirez dans 99,9% des livres qui vous expliquent, ou des traders sur les réseaux, qui vous expliquent qu'il y a beaucoup de volume, c'est là où il faut rentrer. Non, c'est plus là où il faut rentrer. C'est là au contraire où potentiellement, vous avez des sommets qui se décident. Et derrière, vous pouvez avoir des corrections plus ou moins importantes. OK ? On continue avec les États-Unis, bien sûr. Palo Alto. Palo Alto Network. Donc, tendance, bien sûr, très haussière, il n'y a rien à dire. Donc là, c'est un peu similaire à Robinhood. Là, c'est achat sur repli, plutôt, pour jouer des runnings. Donc, voilà, pour jouer ce genre de mouvement-là, avec, si vous avez une congestion, la continuation. Vous voyez la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Voilà, ce genre d'élément. Voilà. Donc, si on a ici un retour aux alentours des 171 et qu'on a une figure de retournement, on peut acheter. Pour de l'investissement, non. Vraiment, si on a un trou d'air pour de l'investissement, on a cette zone sous les 140, on va dire. Et on a une deuxième zone ici aux alentours des 100. Alibaba, ah tiens, ça m'intéresse. Alibaba, je trouve qu'elle est en train d'extrêmement bien construire. Donc, nous, on avait fait un premier achat, souvenez-vous, on n'y est pas loin d'ailleurs. Premier achat aux alentours des 78. Moi, je me suis débarrassé de la totalité de ma position. Alors, pas au plus haut, malheureusement, mais bon, une partie par là, je crois, une partie par là et une partie dans la descente avec un stop. Par contre, je trouve que la construction est hyper intéressante.
également des indices asiatiques. Et donc là, on a une super construction. Donc pourquoi pas un achat au-dessus des 87,27 $, et une invalidation, pour moi, elle est assez claire. Hein, c'est une invalidation un peu long terme, sous les 76 $. Boeing également, donc c'est beaucoup critiqué Boeing, bon il y a de quoi, hein, vu les avions qui tombent les uns après les autres. Ceci étant, je trouve que c'est pas inintéressant, puisque lorsqu'on regarde le graphique mensuel, nous sommes sur une tendance haussière. Donc voilà, on revient sur un point potentiellement d'achat. Donc il y avait ici, 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 ici. Donc on a fait la réaction. Maintenant, une fois que la réaction est faite, il me faut là aussi la construction. Donc on a le rebond technique. Maintenant, je veux la construction pour la continuation. Ok? Si j'ai pas ça, j'achète pas. Donc il faut l'observer de très près et regarder quelle va être la construction à suivre sur le titre Boeing. Donc pour le moment, c'est de l'observation. Le suivi de 2 titres, Nvidia. Pas de changement pour Nvidia. Pour moi, on est toujours bien sûr dans une tendance haussière. Hein. Il suffit de regarder le graphe. On n'est pas prêt de retourner encore la tendance haussière. Pour autant, voilà, je trouve que, comme je le dis depuis un petit moment, alors c'est pas des niveaux d'achat. Alors, sauf pour du trading. Hein. Pour du trading, vous cassez l'oblique, vous repassez au-dessus des 141, vous visez les 155, avec un stop d'invalidation sous les 130. Ok, très bien, ça c'est du trading. Maintenant, pour de l'investissement, pour moi, je le redis, pour moi, c'est plutôt cette zone-là. Donc, ce que j'espère, moi, c'est que Nvidia fasse quelque part ce qu'elle avait fait précédemment, c'est-à-dire elle fasse une correction, voilà, avant éventuellement de repartir. D'accord? Si je duplique, voilà, exactement ça. Vous voyez? Donc, qu'elle vienne par là, dans cette zone-là. Alors, ça sera peut-être un peu plus long, mais sûr, vous avez compris l'idée. Mais c'est quelque chose qu'elle est capable de faire pour de la continuation après derrière. Donc, pour les investisseurs, pour moi, la zone sous les 100 $. Pas avant. Voilà. Tant qu'on tient le support, tant qu'on tient, il y a un beau support là, ouais. Il y a un très beau support. Alors c'est un support intermédiaire, hein. Je ne suis pas fan des supports intermédiaires. Tant qu'on tient les 127 $, on peut tenter de la continuation pour de l'achat trading, hein, pas investissement, trading. Ok. Et enfin, avant de passer au titre à suivre, Novo. Alors Novo, bon, on l'a su depuis tellement longtemps. Souvenez-vous. Voilà, vous avez parlé de l'épaule tête-épaule, au moment où tout le monde, là aussi les néo-influenceurs faisaient des trades sur Novo et disaient que Novo c'était la 8e merveille du monde. Derrière, à ce moment-là, on a une épaule tête-épaule qui est validée et qui derrière projette les cours vers la première zone qu'on avait proposée en mensuel. Voilà, il y avait 3 zones, et notamment la zone voilà, des 80 $. Elle a fait 81. Il y en a une deuxième aux alentours des 53 et une troisième, on va dire, sous les 29, mais celle-là, il faudra quand même beaucoup de boulot. Pour les traders, maintenant, donc ça c'est pour les investisseurs, pour les traders, je patienterai encore, quoique la figure n'est pas affreuse. Hein. Voilà, hein, pour les traders, potentiellement, si vous voulez tenter quelque chose, un achat agressif au-dessus des 89,10 $, stop d'invalidation sous les 82 $, et on va chercher quoi? Bah écoutez, on va chercher notamment le comblement du gap, ça peut être pas mal, ou notamment le 99 $, et éventuellement ici les 102,70 $. Et enfin, le titre à suivre, c'est Ribber, c'est un titre français. Petite capitalisation, attention s'il vous plaît, je vous en supplie, attention à la taille de position, parce que hier, elle a échangé 86 000 €, donc c'est pas énorme. Donc voilà, mais je trouve que la configuration est super intéressante. Alors, hier, malheureusement, elle a breaké. J'espérais attendre un peu avant que ça break. Il y avait notamment, regardez, le triple top, ici, là. 1, 2, 3 top derrière la cassure. Donc, on observe Ribber au moment où on se parle, Ribber. Hop, je la regarde. Au moment où on se parle, elle perd, je crois. Voilà, Ribber. Non, elle gagne 0,69. Donc, pas mal. Donc là, pareil, toujours le même état d'esprit. On cherche et on attend la construction éventuellement la semaine prochaine et pour jouer la cassure. Regardez le graphe. Le graphe mensuel, il est canon. Canon. Vraiment canon. Maintenant, il faut... Ça ne veut pas dire que parce qu'il est canon, on est d'accord. Hein. Mais, regardez. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est vraiment le genre de graphe que j'aime beaucoup. Donc, on a effectivement dessiné... Voilà, un plus bas ici. Et donc,
là, ce qui est intéressant, voilà, pourquoi on construit, etc. Parce que là, on est sur un gros niveau, voilà, un gros niveau de résistance. Et derrière, l'avantage, c'est que si on valide, pour moi, si on valide, allez, on va dire, en étant raisonnable, l'objectif, il est là, ils ont autour des 4 euros. Donc voilà, il y a quand même un gain de 30% à aller chercher en premier objectif. Regardez la moyenne mobile mensuelle, qui est très très plate, et on a la première construction au-dessus. Donc ça, c'est vraiment intéressant en termes de ratio gain-risque. Par contre, bien entendu, hein, on invalide. Hein. Là aussi, je ne voulais pas montrer en daily, mais vous avez bien compris, on invalide. Pour moi, invalidation en clôture journalière, parce que là aussi, c'est peu liquide, elle peut faire des mèches. Soit vous êtes agressif sous les 2,53 €, soit vous l'êtes un petit peu moins sous les 2,38 €. Ok, voilà les amis pour cette vidéo de reprise. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année 2025. On se retrouve vendredi prochain, comme d'habitude, pour la vidéo hebdo. Pensez à vous inscrire à la newsletter, bien sûr, puisque là aussi, il y a beaucoup de contenu qui arrive et je pense que ça va vous faire très plaisir. A plus, bon week-end, ciao.